Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux pépinières urbaines. Ces laboratoires d'initiatives citoyennes accompagnent les acteurs de la ville dans la co-conception et la co-construction de micro-actions innovantes et participatives d'aménagement ou d'activation de l'espace public. L'équipe de Croissance Verte s'est rendue sur le site pilote de la gare routière de Rufisque, une ville située à plus de 30 km de Dakar, la capitale sénégalaise, pour voir comment l'installation récente d'une pépinière urbaine a considérablement amélioré le quotidien des populations. Et pour avoir un éclairage sur l'importance de ces laboratoires d'initiatives citoyennes, nous sommes avec Magatte Diouf Cissé, urbaniste, géographe et responsable de programme à Urbasen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Soyez la bienvenue sur notre plateau. On se retrouve ici juste après notre reportage à la gare routière de Rufisque. Il est signé Jean-Paul Ndour et Sanoussi Sané. Véritable laboratoire d'initiatives citoyennes, les pépinières urbaines sont des dispositifs d'accompagnement de micro-projets urbains, innovants et participatifs. Elles interviennent en complément des grands projets d'aménagement urbain ou de mobilité. La gare routière de Rufisque, à 25 km à l'est de Dakar, fait partie des sites pilotes. Le fort de Florent, c'est de concevoir des infrastructures de qualité avec peu de moyens. L'architecte spécialiste de l'espace public travaille depuis 1 an à Dakar, après 10 ans d'expérience en France. Là, la première a été de faire un certain nombre d'ateliers sur site, d'une permanence, de convoquer tous les acteurs de la gare, notamment pour définir les besoins et bien comprendre quelles étaient les nécessités dans cette gare. Donc, on a défini ce programme qui correspond à la nécessité d'avoir de l'ombre, d'avoir des assises, d'avoir des emplacements pour les gargotières, d'avoir des espaces végétalisés. Et une fois que tout ce programme a été fait, on a dessiné un projet qui a été ensuite discuté, amendé, modifié avec, encore une fois, les différents acteurs sur place. Ça, c'était la première étape de conception. La deuxième, ça a été l'étape du chantier en lui-même. Et là, il y a eu une importance qui a été donnée à la question de la ressource. La ressource humaine, à savoir on travaille avec des artisans locaux et donc de travailler avec les différentes compétences existantes localement. Et la deuxième chose, c'est sur les ressources des matériaux. Et donc là, on a fait attention à essayer de travailler avec des matériaux locaux. Donc on a une toiture en Tifa qui vient d'Indiaï juste à côté. On a de la BTC, qui est de la brique de terre qui vient aussi d'à côté, en essayant à chaque fois de minimiser l'usage du ciment et d'arriver à utiliser soit des matériaux locaux, soit du réemploi. Donc avec les pneus pour certaines assises, des carreaux cassés, soit avec des matériaux qui peuvent être ensuite réutilisés. Et ça correspond à une troisième étape de la vie d'un projet, car aucun bâtiment a vocation à durer l'éternité. Et donc c'est de penser dès l'amont sa phase de deuxième vie. Et donc tout a été dessiné avec des modules qui peuvent être démontés, réassemblés, recomposés autrement pour imaginer des suites futures à cet espace. La durée de vie va donc dépendre de la façon dont l'aménagement sera entretenu. Donc là, on se rend compte que c'est quand même à l'échelle de la gare un équipement assez modeste et que ce qui est important d'insister, c'est sur les effets d'entraînement qu'un tel projet peut avoir. Et à savoir que le projet est un projet pilote et a vocation à mettre différents acteurs institutionnels autour de la table et les mettre dans une dynamique commune pour arriver à développer des projets qui répondent au mieux aux besoins des populations, tout en s'articulant à des projets plus structurants que sont le TER, le BRT, qui vont être mis en place à cet endroit-là. Et donc cette logique d'effet de mouvement, elle est à considérer dans toutes les étapes pour que chacun puisse y prendre part. Et donc ça va des acteurs très institutionnels aux partenaires très locaux, où tout le monde doit pouvoir trouver sa place dans un équipement comme celui-là. C'est une charpente avec 2 toits détachés pour une ventilation naturelle où le Tifa permet de garder le lieu frais. La qualité de l'air y est aussi garantie.
Il y a différents îlots végétaux qui composent le lieu et qui sont orientés au sud et qui servent de premier écran, notamment pour cette question de fraîcheur, en plus du côté décoratif et d'agrémentation du lieu. Donc l'espace il est divisé globalement en 3 séquences, avec d'un côté un espace plutôt tampon qui fait le lien avec la rue et les différents parkings aux alentours. On a au centre un espace d'assises avec ce mobilier qui est un mélange de BTC et de carreaux cassés qui permet de s'asseoir tout le long de l'équipement. Et ensuite on a la partie qui est plus dédiée aux gargotières. Donc on a 8 gargotières qui vont pouvoir s'installer là dans un confort. Donc pour répondre aux différents besoins, il y avait la question de la protection au soleil et à la pluie, il y avait la question des assises, il y avait les questions des espaces verts, il y avait la question de la gestion des déchets, qui est donc avec l'installation de quelques poubelles ici, les gargotières, et puis voilà, il y a comment arriver à donner un espace plutôt de qualité dans cette gare qui en manquait jusqu'à présent et qui avec vocation à être démultipliée peut-être dans la gare pour arriver à ce qu'on ait une qualité pour les usagers et pour toutes les personnes qui travaillent et qui transitent ici, qui soient à la hauteur des enjeux de demain. Les usagers applaudissent des 2 mains et profitent au maximum de la nouvelle installation. Nous les usagers, nous sommes contents parce qu'avant on ne l'avait pas. Nous étions sous le soleil et nous étions très fatigués. Mais à ce moment, vous voyez, nous ne sommes pas sués, on est à l'aise et nous ne sommes pas pressés de prendre le bus. Les chauffeurs de la gare ne font pas la fine bouche. Auparavant, ils n'avaient pas d'endroit de repos. Maintenant, ils peuvent se prélasser sans être dérangés. On a eu avec la chance de rencontrer un certain Ablaye Fall de Grec, le directeur du projet, avec qui on a expliqué notre besoin d'avoir un abri de ce genre, compte tenu aussi de la proximité avec la gare ferroviaire qui va bientôt démarrer ses activités. Vraiment, on a voulu, comme on n'avait pas les moyens de le faire, on a voulu vraiment être accompagné pour avoir un tel projet, vraiment qui va de pair avec la nouvelle gare ferroviaire. D'ailleurs, il y a un comité de gestion qui a été mis sur place, composé des acteurs de la gare routière, du président du Forail, de la Fédération des habitants du Sénégal, de l'UCG, de la service d'hygiène, un représentant du préfet, l'adjoint au maire. Donc il y a un cadre qui sont regroupés pour vraiment faire vivre le comité de gestion qui va veiller sur la durée et la longévité de ce projet. Depuis bientôt 6 ans, la Fédération sénégalaise des habitants construit la ville pour la communauté. C'est une fédération de groupes d'épargne composée surtout de femmes. Les membres de la FSH épargnent ensemble pour améliorer leur habitat. Elles se réunissent pour faire entendre leur voix auprès des autorités. Ça se passe de commentaires. Ce bijou est utile pour tout le monde. Nous qui habitons ici, les usagers et les artisans qui sont dans la gare routière. Cet endroit va leur permettre de mieux s'organiser. L'unité de coordination et de gestion des déchets solides et les éleveurs dont le bétail vient ici font partie du comité de gestion. Nous remercions le chef du garage parce qu'il s'est beaucoup investi. Nous, le relais communautaire, nous allons redoubler d'efforts pour sensibiliser la population. Nous devons prendre soin de ce bijou au point où, quand les promoteurs reviendront ici, ils seront tellement contents qu'ils voudront nous en construire d'autres. Les gargotières ne sont pas en reste. Elles sont en train de se concerter pour voir comment occuper l'espace. Baxna si ñu fay jaay baxna si chauffeur yu ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy gaare seen oto te
Cette installation va nous simplifier la tâche. Les chauffeurs aussi ne se plaignent plus. Je les vois discuter là-bas tranquillement. Même certains passants fatigués y trouvent de l'ombre. Quand je passe là-bas en allant au marché, j'ai du baume au cœur. L'air est pur aussi, grâce aux plantes. Après la deuxième plus grande gare de Dakar, nous allons à Pékin, toujours dans la banlieue. Ici, les ouvriers sont à pied d'œuvre depuis 4 jours pour le terrassement du site. C'est dans le cadre aussi du projet pépinière urbaine de Dakar, PUD, donc qu'on est en train de réaliser cet aménagement. Donc PUD, en quelque sorte, c'est un projet qui vient accompagner les 2 types de transport de masse au Sénégal, à savoir le TR et le BRT. Donc sur ce, nous avons procédé à une co-conception au moins d'ouvrages au niveau des quartiers riverains de ces 2 types de transport. Et aussi c'est un peu la PUD, la co-animation, la co-gestion. Donc à Lucie, nous réaliserons cet ouvrage au bénéfice des populations et par les populations aussi. Au niveau de ce site de Pékin Ouest, à la cité Ewa TAF 1, il y a 3 espaces. Primo, il y aura un espace de détente, un espace d'air de jeu pour les enfants et un autre espace, une esplanade de cérémonie avec un terrain de basket. Donc c'est ce qui sera réalisé sur ce site. Le projet est financé par l'Agence française de développement et ONU Habitat à hauteur de 20 millions de francs CFA, soit plus de 30 000 €. Et au milieu du site, il y aura pas d'art. Dans le cadre de ce projet aussi, il y a des structures qui se regroupent, à savoir le GRET, qui est une ONG française, Urbasen, qui se trouve être une ONG sénégalaise. Il y a aussi le cabinet, etc. Donc Transitec, il y a le CETUD, il y a aussi la CETER, il y a Urbamonde, donc, qui est aussi un partenaire stratégique de Urbasen. Donc il y a aussi l'APIX qui gère tout ce qui est foncier dans le cadre de ces projets. Donc c'est ça en gros les structures qui se regroupent autour de ce projet PUD. À travers un processus d'expérimentation, les aménagements déployés autour des haltes, gares et stations de la banlieue de Dakar visent l'amélioration de la qualité et l'appropriation des futurs équipements de transport urbain collectif par les usagers et les habitants. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Maga Diouf Cissé, urbaniste et géographe chargé des programmes à l'ONG sénégalaise Urbasen. Alors Madame Cissé, d'abord un mot sur les initiatives mises en place pour valoriser la pépinière de la gare routière de Rufisque. Je rappelle que Urbasen a participé à cette installation. Merci beaucoup. Donc, le mot, c'est dire que voilà, nous avons atteint l'objectif que nous nous sommes fixés depuis la création de l'ONG, c'est-à-dire de mettre l'habitant au cœur des processus de gestion et d'administration de la ville et de l'espace. Ces grands projets étatiques que sont le TER et le BRT n'impliquent pas souvent les habitants à la base. Donc, quand il y a des personnes qui sont délogées, quand il y a des espaces qui sont libérés, ils ne sont pas en fait réaffectés. Et souvent, ils peuvent être utilisés comme des potoirs sauvages d'ordures et vraiment contribuer à dégrader un peu plus le cadre de vie. Donc, la récupération de ces espaces permet de leur donner une nouvelle fonction
et aussi de préserver la qualité de vie des populations riveraines. Selon vous, qu'est-ce qui explique le succès de ce genre d'aménagement innovant et participatif ou d'activation de l'espace public? C'est surtout la formule inclusive qui intègre les organisations communautaires de base parce qu'elles ont en fait une énorme capacité de maillage au niveau des zones précaires dans lesquelles nous travaillons. Ce sont des relais communautaires, ce sont des marraines de quartier qui connaissent les problèmes du quartier et qui parviennent à mobiliser en fait toutes les forces vives qui sont dans ces quartiers-là. Et c'est ça qui permet aux populations de s'approprier les ouvrages que nous mettons en place et qui leur assure une certaine pérennité. Donc voilà, c'est ça qui rend attrayant ce type d'aménagement. À quels besoins urgents des populations répondent les pépinières urbaines? Plus à un besoin de gestion du cadre de vie en réalité. Parce que les populations ont des préoccupations à leur niveau qu'elles ne parviennent pas à transmettre aux grandes structures comme l'APIX, comme le Sécud, pour la réoccupation d'espaces libérés. Donc, à travers ces projets, au moins, ils parviennent à exprimer leur avis par rapport à l'aménagement de ces espaces-là, ce qui leur permet de les récupérer, d'en faire des aires de jeu, des espaces de détente, des espaces verts, parce que ces quartiers en manquent cruellement parce qu'ils ne sont pas du tout planifiés. Quels sont les principaux avantages des pépinières urbaines? Les avantages, c'est surtout de faire de l'économie circulaire en réalité parce qu'on respecte un peu plus le cadre de vie, on intègre un peu plus les jeunes et les habitants de ces quartiers-là et on essaie de réutiliser tous les matériaux qui sont déjà utilisés dans les grands chantiers. Mais on veut également faire ce qu'on appelle de l'écoquartier, faire de ces espaces des sites qui intègrent de nouveaux matériaux, comme on l'a vu sur le site de la pépinière avec les briques en terre Tifa et autres, qui permettent vraiment de prendre en compte cet aspect de durabilité, et, développement et de prise en compte des paramètres climatiques et locaux dans la gestion de l'espace. Alors, comment ces aménagements contribuent-ils à la préservation de l'environnement? Elles contribuent à la préservation de l'environnement parce qu'elles sont, comment expliquer, parce qu'elles sont la chose des populations qui refusent que d'autres personnes viennent y déverser n'importe comment. Elles requalifient des espaces qui ne seront pas des zones de rejet. Elles aménagent des sites qui permettent de développer des activités, de petites activités sur ces espaces-là. Par exemple, si on prend le cas de l'espace de la gare routière de Rufisque, on sait que dans les gares routières, il y a toujours de petits vendeurs, il y a toujours des gargotières pour les voyageurs et tout. Et si on ne les organise pas, ils vont s'éparpiller de part et d'autre, voilà, de manière assez désorganisée. Mais quand on leur donne un site et qu'on les responsabilise pour la gestion de ce site, au moins ils se préoccupent de la qualité de l'environnement et de l'espace qu'ils occupent pour faire leurs activités génératrices de revenus. Alors, comment les pépinières, quelles opportunités offrent-elles concrètement en termes d'employabilité et d'autonomisation des femmes? Quand on a fait par exemple la planification sur le site de Rufisque, on s'est rendu compte que l'essentiel des acteurs qui travaillent dans ce site sont des femmes en fait. C'est les gargotières, c'est les ménagères qui passent leur journée, c'est les petits vendeurs qui font du petit commerce, vendeurs de cacahuètes et autres. Donc c'était vraiment leur espace où ils déroulent leurs activités génératrices de revenus. Et nous on avait peur qu'à terme, après à la fin de l'aménagement de la gare, qu'ils soient expulsés de cette gare s'ils n'ont pas vraiment d'espace où dérouler ces activités. Donc avec la co-planification et tout, on est parvenu à maintenir leur activité sur ce site parce que c'était des activités que ces femmes et que ces dames déroulaient sur ces espaces depuis très longtemps. Donc l'aménagement de cet espace leur a permis de maintenir leur activité, de développer ces activités génératrices de revenus et d'assurer leurs conditions de subsistance. Pourquoi l'installation de ces pépinières urbaines au niveau des gares et autres espaces de circulation? Parce que c'est un projet qui accompagne en fait les grands projets routiers. Donc le TER, le BRT, les grands projets de transport. Donc on a essayé de récupérer les espaces résiduels
voilà, qui restent, qui ne peuvent pas être affectés à autre chose après déguerpissement des populations qui les occupaient. Nous l'avons vu avec la zone de Pikine où on va créer un espace multifonctionnel où on aura un espace de détente, une aire de jeu, une esplanade pour les femmes, pour accueillir des cérémonies et autres. Donc ça permet de donner de nouvelles fonctions à des espaces qui à l'origine seraient certainement délaissés et utilisés à des fins patricatholiques. Comment accroître le développement de micro-projets urbains innovants à impact social et environnemental au Sénégal et sur le continent en général? Il faut surtout y intéresser les populations locales. Moi, je pense que c'est la meilleure façon pour accroître des projets qui tiennent compte en fait de la qualité de l'environnement et du cadre de vie. Il faut les intégrer parce que c'est les premiers concernés. Il ne faut pas leur imposer des projets qui nous viennent d'ailleurs. Il ne faut pas leur imposer des types d'aménagements qui ne leur conviennent pas. Il faut les impliquer, il faut leur demander ce qu'ils veulent, quel type de fonction ils veulent donner à tel espace en fonction de leur réalité locale. Donc c'est ça qui permettrait de développer ce type de projet à fort caractère social. Restons dans le cadre de l'intégration des populations. Alors comment faciliter une intégration plus importante de la société civile dans les phases de diagnostic, de conception et de mise en œuvre des projets urbains? Il faut d'abord les organiser, moi je pense, en amont, parce que dans les zones d'intervention, il y a plusieurs structures qui travaillent de manière un peu dispersée. Donc il faut les organiser. Il faut leur expliquer aussi l'utilité de leur implication dans cette gestion de l'espace qui est leur en fait, qui est leur espace. Il faut également leur donner l'opportunité de s'exprimer parce qu'il ne faut pas venir avec des a priori, croire que voilà, ils ne savent pas ce qu'il faut faire sur ces espaces. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire de leur quartier. Et comment ils peuvent préserver leur environnement. Il faut surtout leur donner la possibilité de participer, de s'impliquer, de s'exprimer et d'aménager eux-mêmes leur espace. Alors nous avons vu dans le reportage l'installation de la pépinière à la gare routière de Rufisque et aussi à Pikine. Alors quels sont les autres grands projets de l'ONG sénégalaise Urbacen? Alors, Urbacen, à l'origine, travaille avec des organisations communautaires de base dans les quartiers dits précaires, qui sont souvent des quartiers qui ne sont pas pris en compte dans les documents de planification. Nous accompagnons une structure fêtière qui s'appelle la Fédération sénégalaise des habitants. Et depuis plusieurs années, ce que nous faisons, c'est accompagner ces populations vulnérables qui habitent dans des quartiers exposés à divers risques, dont le risque d'inondation, à reconstruire l'habitat. Après plusieurs événements catastrophiques comme les inondations de 2009-2015. Donc nous les accompagnons à travers un fonds rotatif à reconstruire l'habitat, à aménager des espaces publics et des aires de jeu dans des quartiers qui n'en ont pas, à réaliser de petits ouvrages d'assainissement à l'îlot dans les quartiers qui n'ont pas de réseau d'assainissement, où l'ONAS par exemple ne peut pas intervenir en raison de l'occupation anarchique de l'espace. Donc nous les accompagnons à se réapproprier ces espaces-là. Parce que nous disons que ces populations ont quand même droit à la ville. Même si la planification ne suit pas, ils ont déjà occupé ces espaces. Donc on ne peut pas tous les déloger et les reloger. On les accompagne pour qu'ils puissent vivre dignement dans ces quartiers précaires. Alors le constat est que les pépinières urbaines sont installées au niveau des gares, comme celle de Rufisque, le long du tracé du train express régional et du bus rapide de transit. Quel sera l'apport de ces espaces verts à côté de ces nouvelles infrastructures? Ça permettra d'éviter le tout béton, je pense, en quelque sorte, parce que ces projets sont vraiment des mastodontes. On s'en rend compte avec tout ce que ça a dégagé comme population, tout ce que ça a installé comme infrastructure, tout en béton. Donc l'intégration de matériaux locaux permet quand même d'avoir une qualité de vie un peu plus saine, de réintroduire l'arbre dans la gestion de la ville, parce qu'on sait que tous ces projets s'accompagnent rarement de projets de reboisement, ou même quand on reboise, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'arrosage qui se fait par la suite, donc les plantes qui sont même installées ont du mal à pousser. Donc quand on implique ces populations et qu'on les responsabilise, au moins ils contribuent à la végétalisation de l'espace, à l'intégration de matériaux locaux comme la terre qui est vraiment revenu à la mode actuellement avec tous ces principes d'économie verte, avec l'utilisation du tifa qui est une plante aquatique envahissante que l'on retrouve partout dans cette banlieue, partout où on a creusé des bassins de rétention, le tifa prolifère. Et à travers la récupération de cette plante où on en fait des lattes, nous l'avons vu avec l'espace de Rufisque qui permet d'avoir des espaces ombragés, la construction en briques de terre compressées,
Donc mélange terre, tifa, argile qui permet d'avoir un microclimat. Au moins ça permet de réduire les îlots de chaleur urbains et de donner un meilleur cadre de vie et une meilleure qualité de l'air pour ces quartiers qui n'en ont pas. Maintenant, en tant qu'urbaniste géographe, quelle analyse faites-vous de nos capitales africaines? Sont-elles suffisamment reverdies avec des pépinières urbaines et périurbaines ou le bâti domine toujours? Le bâti domine toujours malheureusement, mais les projets de pépinières sont quand même assez récents. Donc on s'y intéresse, je pense, il y a 4 ou 5 ans au maximum. Et ces quartiers qui sont souvent laissés en rade par les grands projets commencent à s'intégrer, à s'intéresser un peu plus à la récupération et à la réappropriation des espaces pour un meilleur aménagement de ces quartiers-là. Donc le béton domine, ça c'est un fait. Et de petites ONG comme les nôtres qui cherchons à avoir une manière de faire un peu plus respectueuse de l'environnement, essaient de réintégrer l'arbre dans la ville, essaient de réintégrer l'habitant plutôt dans la planification urbaine de ces zones-là, souvent défavorisées, mais aussi d'accompagner les populations dans la connaissance du milieu à travers des activités de cartographie, mais également de propositions de petits micro-projets qui permettent de gérer des espaces qui, à l'origine, n'étaient pas destinés à cela et qui étaient souvent des dépôts sauvages d'ordures et autres. Selon vous, en tant qu'urbaniste et géographe, quelle solution pour éviter le tout béton? Ça, c'est la grande question. Peut-être intégrer les matériaux locaux, parce qu'on parle de construction durable. Et nous, on s'est rendu compte avec les échanges qu'on a eus avec le Burkina, sur le forum des acteurs de la construction en terre, qu'on peut construire avec de la terre et que c'est durable et que ça permet de réduire le bilan énergétique, par exemple. On peut utiliser des plantes qui nous dérangent carrément, comme le tifa, pour faire des briques. Et pour éviter de construire avec du béton, trouver des matériaux de substitution au béton afin de changer un peu notre manière de construire. Merci Madame Magatte Diouf Cissé. Nous rappelons que vous êtes urbaniste géographe, chargée des programmes à l'ONG sénégalaise Urbacen. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.